Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Deep Dive. Aujourd'hui, on aborde un sujet, oui, un sujet lourd mais vraiment essentiel. L'épisode dépressif caractérisé, le l'EDC, et puis aussi sa forme récurrente. Tout à fait. On se base sur le référentiel de psychiatrie et addictologie pour les CNI. L'idée, c'est d'aller voir un peu plus loin que l'image habituelle de la déprime pour vraiment comprendre ce que c'est. Oui, parce qu'on parle bien d'une maladie. Elle est définie par une baisse pathologique de l'humeur, mais aussi de l'énergie. D'accord. Et ça a des conséquences sur les émotions, le comportement, le physique aussi. Et il faut le dire tout de suite, le risque suicidaire est majeur avec ce trouble. Oui, les chiffres sont assez frappants d'ailleurs. En France, ça serait autour de 10% des 18-75 ans chaque année, surtout les femmes apparemment. C'est ça. Alors, concrètement, si on va au-delà de la simple tristesse, quels sont les signes qui doivent alerter? Mais c'est là où c'est plus complexe que juste se sentir triste, justement. Bon, évidemment, il y a l'humeur dépressive, quasi constante. Mhm. Mais souvent, ce qui est très très marquant, c'est l'anédonie, c'est-à-dire la perte de plaisir. Plus rien ne fait envie, même les choses qu'on aimait avant. Ah oui, d'accord. Parfois, c'est une sorte de vide émotionnel, une anesthésie affective. Ou au contraire, beaucoup d'anxiété et d'irritabilité. Ça se voit pas mal chez les jeunes, ça. D'accord. Et puis, il y a le poids des pensées. Se dévaloriser sans cesse, une culpabilité énorme. Et parfois, des idées noires, des pensées de mort. Il faut absolument oser en parler, les rechercher. Donc ça, c'est pour les émotions, les pensées, et sur le plan physique ou dans le comportement, comment ça se traduit? Alors, souvent, on voit un ralentissement, généralisé. C'est-à-dire? Bah, la pensée est plus lente, les gestes aussi, la parole est moins fluide. Mais attention, parfois c'est tout l'inverse. Une agitation, impossible de rester en place. D'accord, l'un ou l'autre. Exactement. Et très souvent, s'ajoutent des difficultés de concentration, de mémoire. Les gens disent «j'arrive plus à suivre, j'oublie tout», Oui, ça doit être très handicapant au quotidien. complètement. Et enfin, les signes physiologiques sont souvent là. Le sommeil est perturbé, classiquement, on se réveille très tôt le matin sans pouvoir se rendormir. Mais ça peut aussi être de dormir tout le temps. Hmm. Une fatigue intense, qui ne disparaît pas même après une nuit de sommeil. Des changements d'appétit aussi, perte ou gain de poids, et la libido, souvent en baisse. Waouh, ça touche vraiment partout en fait. Comment on distingue ça d'un gros coup de cafard, d'une tristesse normale? Comment on pose le diagnostic sérieusement? Très bonne question. Pour parler d'épisodes dépressifs caractérisés, on a des critères diagnostiques précis. Par exemple, ceux du DSM-5. Le manuel de référence. Voilà. Il faut au moins 5 symptômes, parmi une liste bien définie, et ces symptômes doivent être présents presque tous les jours, pendant au moins 2 semaines. 2 semaines minimum, d'accord. Oui. Et point très important, parmi les 5, il faut obligatoirement soit l'humeur dépressive, soit cette fameuse perte d'intérêt ou de plaisir, l'anédonie. D'accord. Et bien sûr, il faut que ça cause une vraie souffrance, ou que ça perturbe sérieusement le fonctionnement quotidien, le travail, la vie sociale, et que ce ne soit pas lié à une substance ou à une autre maladie. Et l'évaluation du risque suicidaire, vous disiez? Systématique, c'est la priorité absolue. On estime que plus de 80% des suicides sont liés à un EDC. C'est énorme. C'est clair. Est-ce que tous ces épisodes dépressifs se ressemblent? Ou il y a différentes formes? Non, justement, il y a des variations, des spécificateurs, comme on dit. Par exemple, la forme mélancolique. Ça, c'est une urgence. Ah oui, pourquoi? Douleur morale intense, un ralentissement psychomoteur majeur, parfois des idées délirantes de culpabilité, de ruine, et un risque de suicide très très élevé. D'accord. Il y a aussi la forme psychotique, avec des idées délirantes nettes ou même des hallucinations, puis des formes où l'anxiété est au premier plan, des formes dites mixtes, avec quelques symptômes qui rappellent plutôt la manie, ou encore plus rare, la forme catatonique avec des troubles moteurs. C'est vraiment complexe. Oui. Et puis, il faut distinguer le premier épisode, isolé, du trouble dépressif récurrent, quand les épisodes reviennent. Et face à tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la prise en charge? Alors, ça dépend vraiment de la sévérité. Pour une dépression modérée à sévère, l'approche standard, c'est souvent d'associer des médicaments, Les antidépresseurs. oui, les antidépresseurs, souvent les ISRS en première intention, comme la fluoxétine ou la sertraline, mais associés à une psychothérapie, c'est important. Quel type de thérapie? Les thérapies structurées, comme les TCC, les thérapies cognitives et comportementales, ou les TIP, thérapies interpersonnelles, ont bien prouvé leur efficacité. Un soutien psychologique simple est aussi bénéfique. Et si c'est plus grave? Si le risque suicidaire est trop important,
ou dans les formes très sévères comme la mélancolie ou la forme psychotique, l'hospitalisation s'impose. C'est une mesure de protection. D'accord. Et pour les cas les plus résistants ou très graves, il y a l'électroconvulsivothérapie, l'ECT. Ça fait parfois peur à cause de l'image des anciens électrochocs, mais aujourd'hui c'est une technique sûre, efficace, faite sous anesthésie. Bon à savoir. Et bien sûr, toujours éliminer une autre cause possible, hein. Une maladie physique comme l'hypothyroïdie ou l'effet d'un médicament, d'une drogue. Ok. Donc, si on devait résumer, le décès, c'est une vraie maladie, fréquente, complexe, bien plus qu'une tristesse passagère. Ça touche l'humeur, le corps, les pensées. Exactement. Le diagnostic est précis, le risque de suicide est là, mais il y a des prises en charge efficaces et adaptées. Tout à fait. Le message essentiel, c'est vraiment de reconnaître cette diversité de symptômes et la sévérité possible. Savoir faire la différence entre une tristesse normale, liée à un événement de vie par exemple, et un épisode dépressif caractérisé, c'est fondamental pour pouvoir aider. Et pour finir, une petite question pour réfléchir. Ben oui. Si on considère que la dépression, comme le disent nos sources, est la première cause mondiale d'années de vie vécue avec une incapacité, hein, c'est énorme comme impact, Hmm. alors la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que nous, en tant que société, on peut faire pour mieux comprendre et surtout déstigmatiser cette maladie, pour enfin dépasser cette image un peu simpliste de la petite déprime et vraiment reconnaître la réalité clinique que vivent tant de personnes.